En bref, j'étais pas là pendant 2 mois, et apparemment j'ai loupé plein de trucs. Bon déjà je vais commencer en disant que j'appréciais énormément Stevie Wonder, Bill Murray et Morgan Freeman, avant qu'il soit trop tard et que j'ai juste l'air d'un hipster qui veut surfer sur la vague. En espérant pas leur porter la poisse aussi. Et il y a un truc que j'ai pas compris, c'est la hype autour de Star Wars. Bon ok, c'était il y a 1 mois, mais j'étais pas là quoi qu'il arrive. Ok, c'est un peu rigolo, mais ça s'est passé il y a plus de 30 ans, ça a coûté quand même plutôt cher, et pour au final pas faire grand chose. Cool, je me suis dit que j'allais faire une vidéo sur le sujet pour vous expliquer pourquoi c'est pas si cool que ça en fait. Enfin bref. On est à la sortie des années 70 et aux États-Unis c'est pas trop la fête au final. Les mecs viennent de se manger la guerre du Vietnam. Si vous avez vu ne serait-ce qu'un film sur le sujet, vous devez vous douter que c'était pas le truc préféré des gens à l'époque. Il y a eu le scandale du Watergate, c'est-à-dire que le président Richard Nixon a décidé d'espionner le parti adverse. Et quand il s'est fait gauler, il a dit non, c'est pas moi. Puis il y a aussi légèrement eu une prise d'otage à l'ambassade des États-Unis à Téhéran, en Iran. Pareil, à la fin des années 70. Le souci, c'est qu'ils ont mis à peu près plus d'1 an à libérer les otages. Il y a le film Argo, qui traite du sujet, qui est vraiment pas mal. Si jamais vous voulez en savoir plus, je vous conseille d'aller le voir. Puis c'est que Ben Affleck. Enfin bref, tout ça pour dire que le gouvernement américain n'a pas la meilleure image publique du monde à l'époque. Du coup, Ronald Reagan profite du climat de zbeul ambiant pour devenir président des États-Unis le 20 janvier 1981. Le type est la personnification même du rêve américain. Il vient d'une famille pauvre, est devenu un acteur connu et reconnu, a fait l'armée, enfin le gars vend du rêve quoi. Et c'est bien ce dont les gens ont besoin à ce moment-là. Faut aussi savoir que pendant les élections, il y avait toujours ce petit souci de prise d'otages à Téhéran. D'ailleurs, les otages sont libérés le jour de son discours d'institution. Enfin, je dis ça, je dis rien. Enfin bref, le but du mec est de remettre le pays sur pied, et c'est pour ça qu'on l'a élu. Dans sa quête d'une Amérique plus grande, il va vouloir renforcer la défense du pays. Pour ça, il visite le centre de commande de défense spatiale à Cheyenne Mountain. Ouais, la même base que dans Stargate. Et ouais, c'est un vrai endroit qui existe. Là-bas, on lui explique que la technologie actuelle permet de suivre un missile, mais pas de l'intercepter. Et Ronald, il se dit que c'est chaud. Du coup, pour éviter de se prendre des têtes nucléaires dans la tronche un jour que le gouvernement soviétique serait mal luné, il lance une initiative de défense stratégique, rapidement appelée le projet Star Wars par les médias. Le programme part déjà avec plusieurs problèmes. Déjà le prix. À la base, ça devait coûter 20 milliards de dollars. Ce qui fait relativement cher et encore plus à l'époque. Il faut savoir qu'il a fini par coûter plus de 30 milliards. Il n'y a pas de prix exact parce que j'ai 40 000 sources qui disent 10 trucs différents, mais c'était cher quoi. Durant les années 70, il y a aussi eu 2 accords assez intéressants, c'est les traités SALT 1 et SALT 2. En gros, c'est des traités qui visent à limiter la prolifération des armes nucléaires aux États-Unis en URSS. Grosso merdo, on va dire qu'ils vont réduire leur stock à tel nombre chacun et rester à égalité. Puis du coup, le fait de pouvoir arrêter les missiles des autres avant même qu'ils nous atteignent, ça bousille un peu le concept d'égalité en fait. Faut aussi savoir qu'il y a des tentatives d'accord pour diminuer les stocks d'armes nucléaires dans les 2 camps, histoire qu'ils puissent pas faire péter la Terre 40 fois chacun. Sauf que pareil, à l'époque, les Américains voulaient poser des missiles en Europe, du coup les Russes ont dit non. Plusieurs projets de défense sont développés. Des intercepteurs, grosso merdo un canon dans l'espace qui, une fois un lancement de missile détecté, balancerait un filet en métal dessus pour le détruire en vol. Bon, le truc c'est que la technologie de l'époque permet pas d'être super précis, et pour preuve ça a fonctionné qu'une fois, parmi les 12 000 essais qu'il y a eu avant. On veut aussi mettre en place des canons à rayons X. Voilà, on rentre dans la partie James Bond du bail. En gros, c'est juste un gros canon dans l'espace qui tire une grosse décharge de rayons X sur un missile en plein vol pour le faire péter. Et on tente aussi de développer des canons à particules. Ouais, pour de vrai. En gros, encore un gros canon dans l'espace qui balancerait des atomes d'hydrogène quasiment à la vitesse de la lumière, encore une fois pour faire péter un missile en vol. Bon, déjà à l'époque, ils étaient pas trop chauds, et le développement était prévu pour 2025. Là, on est en 2016 et les mecs ont laissé tomber depuis longtemps en fait. Il y a quand même une question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut foutre ce qu'on veut où on veut dans l'espace? Genre, ce qui ça appartient pas à quelqu'un? Alors, à la base, devait y avoir une transition super chiadée, mais en fait, c'était grave nul. Du coup, je vais juste vous laisser avec l'ex-tutor pour parler de droit, parce que ça m'intéresse pas, et je reviens après. Ok, bisous. En fait non, et un peu oui quand même. Jusqu'à présent, le droit international tente à faire de l'espace extra-atmosphérique ce que l'on appelle une chose commune. En droit, une chose commune désigne une chose ou un bien commun qui de par sa nature ne peut pas être approprié, comme les océans ou notre atmosphère. Dès lors, cela revient à dire que l'espace extra-atmosphérique n'appartient à personne. Et c'est en vertu de cette idée que l'article 1er du traité de 1967 sur l'espace extra-atmosphérique retient un vrai principe de liberté d'accès et d'utilisation. C'est ce principe qui permet à un État d'envoyer ses satellites comme il le veut, puisqu'aucun autre ne peut lui imposer des restrictions.
Mais, cher Lex, me demanderas-tu, avec cette pointe de nonchalance qui te caractérise, est-ce que du coup c'est pas un peu la foire aux satellites au-dessus de nos têtes? En fait, c'est là que ça se complique. D'abord parce que le lancement des satellites lui-même est soumis à des règles nationales et internationales qui font que déjà on ne peut pas en lancer comme on veut. Ensuite, les ondes émises par les satellites ne s'arrêtent malheureusement pas aux frontières. Et si on mettait n'importe comment les satellites autour de la Terre, il y aurait alors des risques colossaux d'interférences qui font qu'aucun service de qualité ne serait possible. C'est pourquoi on a inventé un ensemble d'organisations pour superviser le positionnement des satellites. C'est le cas par exemple de la United Space Command ou du Comité de recherche spatiale, mais c'est finalement surtout l'Union internationale des télécommunications des Nations Unies qui assigne et régule les positions en orbite des satellites. Du coup, pour éviter que ça ne devienne n'importe quoi, ce sont eux qui décident de qui va où. Ça évite d'envoyer des satellites n'importe où ou d'occasionner de nombreux problèmes. Enfin, presque. Le souci avec le droit international, c'est que le caractère contraignant des accords est assez limité, et jusque dans une certaine mesure, on ne peut pas vraiment forcer les États à respecter les conditions. En général, tout le monde suit l'accord pour que ça se passe au mieux, mais pas toujours. Et ainsi, en 1991, la Chine avait envoyé un de leurs satellites là-haut sans demander l'avis de personne, et en faisant fi des interférences que cela pouvait créer, ce qui était un peu tendu. Bref, ça répond à ta question ? Ouais, carrément, c'était super, ouais. Enfin bref, tout ça pour dire qu'on peut pas vraiment faire ce qu'on veut où on veut, même dans l'espace, quoi. Du coup, le programme de défense spatiale, aka Star Wars, a quand même causé pas mal de soucis. Déjà, ça a été abandonné, donc une bonne partie des thunes, du moins pour l'opinion publique, est partie dans le vent, et ça a bien freiné toutes les recherches spatiales qui sont venues après, parce que les gens étaient plus trop motivés pour dépenser des thunes dans un truc qu'on n'a jamais vraiment vu au final. Et ça a aussi en partie du coup causé la chute de l'URSS. Parce que les mecs qui se disent ils peuvent détruire nos missiles en face, et ben on va en faire encore plus, parce qu'ils pourront pas tous les arrêter. Et du coup, le gouvernement en place, il a fait péter les dépenses, en maquillant un peu les comptes quand même, tranquille. Et quand Gorbatchev est arrivé au pouvoir à la fin des années 80, il s'est rendu compte qu'il y avait plus de thunes. Parce que les mecs avaient acheté plein de missiles. Bon après, il n'y a pas que des trucs négatifs, ça a vraiment fait avancer la recherche spatiale aux États-Unis pendant les années 80, et on utilise encore des trucs qui ont été découverts à l'époque. Ça l'a aussi plombé. Pas mal. Enfin bref.